podcast. Affaire Petiot, épisode 8. Épilogue. En pleine Seconde Guerre mondiale, un homme tue à lui seul plusieurs dizaines de personnes sans jamais avoir exprimé le moindre regret. À son procès, Marcel Petiot n'explique pas vraiment son véritable mobile. Quant à son modus operandi, les experts n'ont pu que le reconstituer à partir des indices trouvés sur la scène de crime. Petiot n'a jamais confirmé leurs conclusions. Reste l'énigme du magot soutiré à ses victimes. Un butin difficile à estimer, composé de lingots d'or, d'argent liquide, d'œuvres d'art, de diamants, de bijoux et de meubles. Des sommes folles sont avancées, entre 50 et 100 millions de francs, soit entre 8 et 15 millions d'euros. À la fin des années 40, la police continue de surveiller le train de vie des proches de Petiot. 3 experts en débattent en 2021 dans une émission de France Culture. Claude Quetel, historien, Agnès Masson, conservatrice, et Sarah Bouillot-Kessler, documentaliste scientifique. Évidemment, oui, que la police a surveillé de très près le frère, le fameux frère, l'épouse et le fils, qui entre-temps, lui, était parti, alors pour le coup, en Argentine. Là, c'est quand même... Mais alors donc, la police d'Argentine a été informée. On a regardé tout ce petit monde-là de très près et on ne les a jamais vus faire preuve de richesse. À aucun moment. D'abord, le frère va mourir d'un cancer 1 ou 2 ans après, je crois. Mais alors, bon, après, il y a la veuve, À aucun moment, aucun des complices éventuels, ou pas forcément même complices, de Georgette Petiot, qui un jour, en faisant le ménage, dit « Oh, voilà le trésor... » Non, j'exagère. Le trésor de Petiot, ça devait être plus que derrière un placard. Hein. Mais à aucun moment, ces gens-là ne sont convaincus de profiter du magot. Donc le magot a été bel et bien caché par Petiot, ce qui nous ramène à tous ceux qui vont vouloir essayer de faire des trous dans l'hôtel de la rue Le Sueur pour essayer de le retrouver. Vous pensez qu'un pervers malin comme Petiot a dû cacher ça à un endroit absolument incroyable. Et il y a encore des personnes qui cherchent. Ça fait partie de ces choses qu'on imagine exister quelque part. Agnès Masson. Certains ont même essayé de contacter la famille. Donc, il avait effectivement un fils, né en 1928, Gerhard, qui s'est exilé en Argentine et qui a changé de nom. Donc, je pense qu'on a un peu perdu sa trace. On se demandait s'il restait justement... Alors, probablement, il reste des descendants. On a reçu, en fait... Je crois que c'était l'année dernière, on a reçu 2 dames qui venaient du Brésil. Sarah Bouillot-Kessler. Qui tournaient un petit peu en rond autour de l'accueil et qui avaient l'air de vouloir demander quelque chose, en fait, sans oser. Puis elles m'ont interrogée sur la prescription en France dans les cas de descendants de grands meurtriers. Et en fait, elle m'a avoué que son nom, c'était Petiot. Donc vraiment, elle est brésilienne, hein, mais elle porte le nom de Petiot. Donc elle s'est mariée avec un descendant de Marcel Petiot. Et notamment, quand elle se rend en France, elle dit ça nous est arrivé en France d'être mal servis ou qu'on nous fasse référence à ça avec beaucoup de méfiance, en fait. Peur, limite. Hein. Dans les années 50, l'hôtel particulier est racheté, puis fouillé de fond en comble pour essayer d'y trouver cet éventuel magot. En vain. L'hôtel de la rue Le Sueur est ensuite rasé pour laisser place à un immeuble moderne. Le magot a bel et bien disparu. Mais l'appât du gain suffit-il à lui seul à expliquer l'ampleur des crimes ? Que savons-nous de plus aujourd'hui sur le véritable mobile de Petiot ? Sur les faits qu'on lui reproche, ils n'ont pas été réalisés pour des raisons délirantes. Il ne s'est pas senti persécuté
par les personnes qu'il a tuées. Il ne s'est pas senti persécuté au sens d'une persécution délirante, hein. Et ce n'est pas donc la raison pour laquelle il les a tués. Il les a tués pour des raisons torpides, cupides, et qui étaient parfaitement organisées. Donc on ne peut pas imputer son acte à un trouble mental de type aliénant, c'est-à-dire le sortant de la réalité. Il est bien dans la réalité lorsqu'il accomplit ses actes. Par ailleurs, il est dingue. Bien sûr qu'il est dingue. Petiot était bien dingue, au sens commun du terme, mais pas irresponsable de ses actes. Voilà la thèse la plus communément admise aujourd'hui. Profitant du chaos de la guerre, il tuait pour s'enrichir personnellement. Mais pas seulement, comme nous le révèle Emmanuel Pierrat, avocat au barreau de Paris. C'est un tueur en série solitaire avec un projet froid dont on ne connaît pas complètement aujourd'hui tous les tenants et aboutissants. La folie, l'antisémitisme, l'appât du gain, sans doute les trois mélangés. Il y a quelques années, j'ai vu des lettres du docteur Petiot, des écrits antisémites du docteur Petiot écrits en prison qui n'ont pas été versés au débat. On me les a proposés comme conservateur du musée du barreau de Paris. Pour des tas de raisons, je ne les ai pas achetés parce qu'il me semble très difficile de dire que l'argent de mon musée sert à acheter des écrits antisémites, même si ce sont des pièces d'histoire. Mais enfin, le prix qu'on m'en demandait était quand même très élevé. Mais c'est des choses qui n'ont pas été versées dans les débats, qui ne font pas partie de l'histoire judiciaire officielle. Des écrits de délire antisémite de Petiot. Il y en a, visiblement, il y en a qui circulent, quoi. Voilà. Donc, c'est des écrits qu'il a fait en prison. Parmi, il a écrit La Martingale, mais en prison, il a écrit la haine qu'il avait pour les Juifs. Ces textes, écrits par Marcel Petiot, confirment son antisémitisme viscéral. Son projet était-il d'éliminer le plus de Juifs possible ? Pas si simple. Parmi les 27 victimes identifiées dans son hôtel particulier, 12 sont juives. Un peu moins de la moitié. On voit donc bien que, dans sa rage meurtrière, Petiot ne ciblait pas uniquement les juifs. Comment alors expliquer cette folie ? Notre enquête a permis de mettre au jour plusieurs clés de compréhension. Souvenez-vous un instant des jeunes années de Petiot. Pendant la Première Guerre mondiale, il a vécu sur le front dans une proximité directe avec la violence et la mort. Ce premier traumatisme a pu entraîner chez lui une désensibilisation à la souffrance d'autrui. À cela s'ajoute une tendance à la kleptomanie, une cupidité certaine, une instabilité psychiatrique confirmée par ses multiples internements. Enfin, sa parfaite connaissance de l'anatomie humaine, par sa pratique de la médecine légale, a certainement facilité son passage à l'acte. Arrive 1940 et l'occupation allemande de la France, créant un contexte de crise majeure. Alors que les structures sociales et légales sont affaiblies, que les autorités sont plus occupées par la traque des résistants que par celle des criminels, notre tueur en série peut agir presque librement. Finalement, on peut affirmer que c'est la guerre qui a libéré le monstre qui sommeillait en Marcel Petiot. Merci d'avoir suivi cette série des Archives du crime consacrée à l'affaire Petiot. Je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle affaire. Les Archives du crime est un podcast produit par l'INA.